Donc on va laisser la place à Abdel, notre expert en e-commerce. Donc Abdel, c'est qui? Abdel, il est passionné du digital avant même l'apparition de Google. Il a parcouru un long chemin dans le monde du digital, de la grande distribution à l'hôtellerie, en passant par la vente en ligne sur Amazon. Il est aujourd'hui responsable de l'acquisition digitale chez Orchestra depuis bientôt 5 ans. On a l'honneur de lui laisser la parole pour qu'il nous partage ses meilleures techniques de vente en ligne avec ou sans site web. Il va explorer avec nous l'utilisation intelligente des plateformes de vente en ligne, des réseaux sociaux, des marketplaces et des stratégies locales. Un combo gagnant pour maximiser sa visibilité et augmenter ses ventes. Il va aller de la description de produits à la collaboration avec des influenceurs, en passant par le service client, le marketing par email. Il va nous expliquer comment tirer parti des opportunités locales et nationales afin d'atteindre vos objectifs de vente en ligne. Donc pour sa conférence sur la maîtrise de la vente en ligne et des stratégies gagnantes avec ou sans site web, on applaudit Abdel. Bonjour à tous. Alors, on attaque. Je voulais aborder un peu le sujet de manière assez différente parce qu'on a quand même un beau panel de personnes qui sont assez finalement expertes sur le sujet du SEO aujourd'hui. Et moi, je voulais aborder un peu un sujet qui était pas forcément que SEO, mais plus de l'ordre de la visibilité, de la maîtrise finalement des différentes compétences qu'on peut avoir autour de la vente en ligne et avec ou sans site web. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Sachant qu'il y a aussi un aspect maintenant autour de nous qui est assez flagrant, c'est qu'on a tous, en général, nous qui sommes des professionnels du web, une personne autour de nous qui nous demande de faire un site internet, d'essayer de monter une activité sur le web, etc., etc. L'idée, c'est justement un peu démocratiser, vulgariser finalement cette idée-là en leur apportant de vraies solutions et en vous montrant que finalement, vous n'allez pas juste leur dire « Ok, je te fais un devis » ou éventuellement « Beauté en touche ». Donc, pour me présenter, je m'appelle Abdelillah Halim, je gère le pôle acquisition et la visibilité en ligne chez Orchestra, qui est un groupe qui est à la fois sur la verticale du monde de l'enfance, mais aussi avec moult marques. On est présent sur 6 marchés en e-commerce, ça va du Maroc jusqu'à la Grèce. Et on est aussi présent sous forme de plusieurs business models, à la fois par abonnement, à la fois avec du business physique et online. Donc mes challenges quotidiens sont à la fois de faire du drive to store, à la fois de la génération de leads et bien entendu répondre finalement aux besoins de toutes les personnes qui sont à même d'avoir de l'appétence pour nos produits. Donc les marques qu'on a dans le groupe Orchestra, c'est Orchestra bien entendu, Prémaman qui est une marque assez leader dans le monde de la périculture, Tambour qui est une start-up qu'on a fait il y a pas longtemps, qu'on a monté il y a pas longtemps, qui est en fait un abonnement de couches, et Baby Care qui est un peu notre marque phare depuis tant d'années. On a racheté Combel également il n'y a pas très longtemps. Et on a aussi une grosse franchise de coworking qui s'appelle Bureau & Co. Voilà. Donc mon quotidien, c'est de gérer tout ce petit monde-là et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de visibilité autour de ces marques. Je suis également membre du bureau du SEO Camp. Notre président est là aujourd'hui, que je salue, Monsieur Valibus. Et au quotidien, on s'efforce de justement essayer de créer de la visibilité et de encore plus professionnaliser le monde et les compétences autour du SEO. Il n'y a pas juste le métier du SEO, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour et qui font qu'à date, on met en place un certain nombre d'actions importantes pour justement professionnaliser du coup tout le secteur et faire en sorte aussi d'être reconnu auprès des institutions étatiques, mais tout autre gros acteur du digital qui serait à même aussi finalement d'avoir besoin de nous. Et je vous invite à aller consulter le site de l'association, de voir les différents événements qu'on fait, notamment Paris à la fin du mois. Alors, pour commencer, donc on va aller rapidement, hein. On va aborder les différents sujets qu'il y a ici. Donc l'importance de la visibilité, de la vente en ligne, pardon.
On va faire ensuite, je vais vous donner des astuces sur comment finalement on arrive à faire une analyse concurrentielle et on arrive à faire un bench assez rapide sans forcément être un développeur ou un crack sur Internet. Et ensuite, on passera étape par étape sur finalement, si on n'a pas de site Internet, pas de compétences, on est un newbie sur Elementor et qu'on n'arrive pas forcément à faire quelque chose, on peut, avec des solutions comme des solutions de landing page, avoir de la visibilité et commencer déjà à vendre en ligne. D'accord ? Vous allez voir que tout au long de la présentation, mon fil conducteur à moi, c'est le speed to market. L'important, c'est pas... parce qu'on a tendance à être un peu comme ça aussi dans la profession, on a tendance à être un peu pointilleux, à être trop dans les détails, etc. Et on oublie l'essentiel, c'est que celui qui gagne sur Internet, c'est celui qui publie et qui fait en sorte d'avoir une page consultable le plus rapidement possible. C'est valable à la fois en SEO pour une notion d'indexation par exemple, mais c'est tout aussi valable pour une notion de marketing parce qu'on a besoin d'itérer le plus rapidement possible et se confronter au marché. Ce qui est des fois un peu paradoxal avec ce qu'on a tendance à faire avec nos propres sites Internet. Ensuite, on va aborder du coup la notion d'optimisation de conversion avec des vrais enjeux et des outils pour. Donc ça passera à la fois pour des notions de conversion de site Internet, de landing, mais aussi finalement nos catalogues produits, par exemple sur la partie e-commerce. Je passerai rapidement sur les best practices sur l'emailing et le marketing automation qui doit être à l'heure d'aujourd'hui un standard chez vous, si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, je vous montrerai des petites astuces sur l'automatisation, par exemple des posts sur TikTok ou Pinterest, parce que c'est vrai que c'est des sujets assez chronophages et qu'on n'a pas forcément le temps de s'en occuper au quotidien, mais c'est important à date d'avoir une visibilité dessus. Et pour finir, on parlera un peu de ChatGPT, de Google My Business et de Apple Plan qui fait une entrée fracassante cette année en alternative de Google My Business. Alors, l'importance de la vente en ligne. Je vous ai mis quelques chiffres de la FEVAD. Ces chiffres sont hyper trompeurs et je voulais un peu revenir sur ça. On a tendance à se dire que l'e-commerce tout va bien, etc. Mais en fait, non. On est quand même dans un secteur en crise à date et qui ne s'est toujours pas remis finalement de ce qui s'est passé post-Covid. Et on le voit clairement, c'est l'industrie du service qui à date porte le secteur. D'accord ? Donc le secteur du voyage et du loisir, il enregistre plus de 36% de progression. Donc AMS, qui est au premier plan de Sun Location, à mon avis, doit avoir quelques résas sur son site Internet. Mais pour tous les vendeurs de produits, on est quand même dans une stagnation, voire une période un peu flat. Nous, on le ressent dans le secteur du retail, où on est sur du moins 10, moins 15 minimum, en fonction de la verticale sur laquelle on est. Mais globalement, la croissance reste assez fragile et on est plus de l'ordre de 1% au global du secteur. Ce qui est loin d'être des croissances à deux chiffres qu'on avait il y a N-2 ou N-3. On a un panier moyen par contre qui augmente et ça c'est intéressant parce que ça nous permet quand même de voir qu'il y a des habitudes de consommation qui commencent à s'ancrer chez la plupart des internautes et des personnes qui achètent sur Internet en général. Et ça montre clairement qu'on peut aller de plus en plus maintenant vers une notion de produits peut-être plus chers, plus qualitatifs, qui répondent à d'autres enjeux, le RSE notamment, et aussi avec une logique finalement de copywriting et de storytelling beaucoup plus accentuée, car maintenant on arrive à finalement des paniers plus élevés qui nécessitent forcément une réflexion derrière avant conversion. Bon, passons ensuite maintenant, on a ces stats-là, qu'on a ces chiffres-là, et qu'on sait maintenant, entre guillemets, que c'est pas forcément l'Eldorado, le e-commerce, hein, c'est pas ce qu'on a tendance à penser, et que c'est quand même assez difficile de vendre en ligne. Comment on fait pour essayer d'avoir une vision de notre produit, notre offre par rapport à la concurrence et comment on arrive à statuer de notre proposition de valeur versus la plupart des publicités qu'on voit apparaître, des sites internet qui popent dans tous les sens et des différentes propositions de valeur, que ce soit sur le SEO, sur de la formation, sur du produit, des DNVB, des ONVB maintenant, qui débarquent. Donc on a besoin d'outils, on a besoin finalement d'avoir des insights qui sont assez intéressants pour pouvoir justement soit se démarquer et avoir un facteur différenciant qui nous permet finalement de s'introduire dans le marché et pas être dans un océan rouge, soit finalement avoir une proposition de pricing qui peut être plus agressive et c'est un choix stratégique qui peut être tout aussi gagnant. Donc pour ça, je vous ai listé un peu quelques outils classiques hein, pour les SEO et non SEO. On a bien entendu Babar et SEO Observer.
Babar, globalement, je pense que tout le monde ici connaît dans la salle. Qui ne connaît pas, levez la main. Pas grand monde. Tant mieux. Alors, Babar et SO Observer, je vais pas faire un gros débat dessus, mais pour moi, j'ai les deux, donc forcément, les deux sont top. Il y a des features, des fonctionnalités complémentaires qui sont vraiment bien. Je vais rester sur une logique de, finalement, que ce soit l'un ou l'autre, à votre niveau, si vous avez juste besoin d'analyser la compétition SEO, l'un ou l'autre fait le job. Okay. PBN Premium, tout le monde connaît cet outil. On a le créateur qui est parmi nous, Ninja Linker, David Rajesco, qui a fait un outil qui nous permet finalement d'avoir un peu un buffet à volonté des domaines expirés et de pouvoir faire quelque chose avec. Remonter un money site, lancer des réseaux, faire tout un tas de choses qui derrière peut être monétisé. Donc du coup, il ne faut pas s'en priver et surtout, la petite offre sur la semaine fait vraiment le job quand vous voulez faire juste de l'analyse concurrentielle. Moi, j'utilise beaucoup SimilarWeb. Pourquoi? Parce que ça me permet un peu d'avoir l'exhaustivité du trafic d'un site internet et pas de se contenter uniquement de ce que va me dire d'autres outils comme SEMrush. C'est bien parce qu'aussi ça nous permet finalement de voir assez rapidement qu'est-ce que mon concurrent active et finalement est-ce qu'il est plutôt dépendant des réseaux sociaux, dépendant de l'organique, est-ce qu'il pousse à fond la partie acquisition payante ou la RTB, du display, du retarget ou tout autre levier qui permet finalement, en mettant de l'argent, d'avoir du trafic. Builtweave qui est très utile et que moi j'utilise pour arriver à voir quels sont les stacks qui sont derrière chaque site internet. Vous tapez le nom du site internet, l'URL directement dans l'outil, puis ça vous sort en fait toute la stack technique qu'il y a derrière. C'est assez intéressant aussi parce que par CMS, et ça pour les plus malins d'entre vous, c'est ce qu'il faut retenir, ça vous permet de voir les statistiques de trafic par type de CMS. Donc, quels sont les plus gros Shopify, quels sont les plus gros Salesforce Commerce Cloud, quels sont les plus gros PrestaShop ou Magento qui sont actuellement sur le secteur, francophone ou non. Ça gère le worldwide et ça vous permet finalement de savoir assez rapidement quelle marque a mis en place comme technique derrière ou tout autre CMS en tout cas qui leur permet finalement de faire le job. Ensuite, on a Public 3W qui est assez méconnu, mais que moi je trouve hyper intéressant comme outil. Public 3W, ça vous permet en fait tout simplement d'aller analyser, comparer une source de code par rapport à une autre. Donc si à un moment donné vous mettez une URL par rapport à une autre et que vous trouvez finalement des similitudes, exemple quelqu'un qui monte un réseau de sites et finalement s'emmerde pas à faire X templates différents, vous avez très rapidement remonté et arpenté ses traces afin de voir finalement ce qui se passe et quelle est sa stratégie. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses intéressantes. On peut remonter par exemple des tags liés à de l'analytics, de la conversion et aussi récupérer des informations qui sont assez intéressantes au niveau finalement de la typologie de site qu'il y a derrière. D'accord ? Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais pour tous ceux qui font des choses autour de l'actualité, ça peut être intéressant un peu plus de creuser le sujet parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, on a les bibliothèques méta. Google Ads aussi qui s'y est mis il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'il y a eu la Commission européenne qui est passée et qui leur a dit bon, il faut quand même mettre un peu plus de visibilité dans ce que vous faites en termes de publicité. Et du coup, en fait, chaque profil de site internet d'annonceur maintenant qui est sur Google Ads a un profil qui vous permet finalement de voir assez rapidement, et j'en parle après, les différentes publicités qui sont en train de diffuser. Pour finir, on a Papers. Pour la notion juridique, moi j'aime bien voir un peu ce qui se passe en bas de la feuille, comme on dit souvent chez le comptable. Et c'est ce qui nous intéresse. Et finalement, quand vous êtes un peu dans un bench et d'aller un peu plus loin sur le positionnement d'une boîte et savoir ce qui se passe derrière, c'est toujours intéressant d'aller utiliser Papers pour voir juste derrière une entité, derrière un site internet, une URL, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les forces en présence, les personnes concernées, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un gros conglomérat, un groupe, une holding, une joint venture ou que sais-je. Alors,
Passons à ce que je vous disais sur la partie bibliothèque. Sur la partie bibliothèque, Meta, ça fait un moment qu'ils l'ont mis en place, Facebook. Hein. Donc la plupart des dropshippers, ils arrivaient, ils tapaient un mot-clé dans la bibliothèque de publicité de Facebook, et puis ils pouvaient avoir directement un peu une overview de ce qui se passait en termes de publicité en ligne sur un mot-clé donné, ou en tout cas une verticale. Google Ads a mis ça en place aussi, donc vous allez directement dans la SERP de Google, vous avez 3 petits points, vous regardez sur les annonces sponsors. Et si vous faites ça sur le SEO, ça n'a pas marché, il n'y a que la partie en cache que vous allez voir. Hein. Mais sur la partie ads, c'est vraiment sur les annonces sponsorisées, vous checkez directement sur les 3 petits points, vous avez un petit CTA qui vous permet de voir les autres annonces de l'annonceur. Ça va vous permettre de voir le wording, de voir sur quel marché il s'adresse. La typologie aussi d'ads, c'est assez intéressant, de voir s'il met du full dynamique, de la perf max, s'il est sur du shopping classique en parallèle, etc. Et là, par exemple, j'ai tapé hier agence SEO dans le secteur, et que j'ai vu que Junto faisait quand même pas mal de publicité sponsorisée, mais qu'à côté de ça, ils n'avaient pas forcément mis en place une réelle stratégie organique, par exemple, pour se positionner sur les 2 aspects de la SERP. On voit aussi qu'on a la possibilité, et ça c'est important, de s'inspirer des créas, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec nos publicités, quand on sait que nos concurrents ils sont en train de pousser plus une créa assez touchy, ou une créa qui met en avant juste leur proposition de valeur. Nous, on va arriver peut-être avec un axe différenciant, et c'est ça qui fait que, et c'est là où justement Google maintenant prend un peu la tangente versus un Facebook, parce que on a vraiment cette logique d'assets multimédia, à la fois avec de la vidéo, à la fois avec de l'image, et à la fois avec du texte. Faut savoir une chose, j'ai dépensé énormément d'argent sur Google Ads par mois, et depuis le 30 mars, pardon, vous avez l'obligation, quand vous faites des campagnes Performance Max, de mettre des vidéos. Si vous ne le faites pas, c'est Google qui le fait pour vous. Et là, c'est catastrophique, parce que quand vous voyez l'IA de Google et les vidéos qu'ils vous font, on a l'impression que c'est mon fils qui est sur Windows Movie Maker qui est en train de s'amuser avec 3 photos de vacances. Clairement, ça ne le fait pas. Donc, si vous voulez vraiment, finalement, avoir de la perf sur vos campagnes, pensez toujours à avoir des assets de qualité sur vos campagnes. Donc, pour Google Ads, c'est ce qui vous permet finalement d'aller bencher les concurrents. Même chose pour Meta. Meta, en plus, je me suis un peu amusé. Du coup, on peut scraper un secteur donné, voir un peu les différentes créas et publicités qui sont en train d'être lancées. Et ça vous permet, si vous êtes un peu adepte de Python ou de Xenoposter ou tout autre outil, maintenant il y en a un autre, il y a une extension Chrome qui permet aussi de faire le job. Moi après je suis très Xenoposter. Ça vous permet assez rapidement de faire un petit tableau et d'avoir une vue sur le mois de finalement les publicités qui commencent déjà à cartonner, et ensuite vous prendre le temps finalement d'aller prendre les bonnes décisions en termes de créa et de publicité. Surtout que là, ça vous donne les 2 régies, enfin ça vous donne une seule régie qui est Meta, avec les 2 canaux, à la fois Facebook qui a perdu réellement du reach, mais beaucoup Insta qui lui est encore énormément présent. Ça vous permet aussi une chose très importante, de déterminer les objectifs, parce que vous allez pouvoir checker les CTA sur les publicités, en savoir plus, acheter, etc. Et là, ça vous donne de suite en fait l'objectif finalement de votre concurrent. Et de là, vous savez si vous êtes plutôt dans la création de contenu top of funnel, où là, on essaye un peu plus d'initier une information et d'apporter de la valeur pour finalement faire passer sur un autre step de conscience notre prospect, versus des concurrents qui sont peut-être très punchy et qui, eux, veulent convertir directement. En support d'une stratégie SEO, c'est très efficace. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vous ai donné globalement les outils qui vous permettent d'analyser déjà vos concurrents. Maintenant, on va passer à la step de comment on fait finalement si on n'a pas de site internet et qu'on n'arrive pas tout simplement à en créer un, parce que comme je l'ai dit, on est des buses sur Elementor. C'est simple, il y a des outils que les marketeurs ont créé depuis ce temps. On a un outil français qui s'appelle System.io, qui est très connu, qui vous permet à la fois aussi de faire des espaces de formation, des espaces membres, de vente de l'abonnement, de faire aussi finalement du drag and drop sur des landing pages.
ça vaut 25 €, donc il n'y a même pas de sujet de tarif en fait. Mais il y en a d'autres qui font le job aussi et qui vous permettent aussi d'encaisser. On a du Lead Pages, on a du Unbounce qui est une solution qui a une intégration IA avec, bon après IA c'est un grand mot, hein, avec une notion de copywriting, etc. Ça c'est plutôt, on va dire, une accroche marketing, mais parce que si vous l'utilisez en France, clairement c'est la dernière option que vous allez utiliser. Mais en tout cas c'est très focus conversion. Et c'est ça qui nous intéresse finalement, parce que si vous êtes un acteur en local, vous avez besoin juste d'une page, peut-être d'un Calendly, peut-être d'une autre manière de convertir, ou en tout cas un lead magnet assez spécifique pour justement amener les gens soit à avoir un call avec vous, soit à vous appeler, soit à avoir un email, ou en tout cas mettre un ensemble d'actions qui va vous permettre derrière de récupérer les coordonnées de quelqu'un. On a Sweet Pages aussi qui fait le job, mais lui, il est très axé PageSpeed. Donc, pour certains marchés cibles, c'est assez intéressant parce que la plupart des devices que vous avez en face font moins le job. Je pense notamment, si vous êtes en Europe de l'Est, ben, vous allez plus utiliser Sweet Pages parce que ça va vous permettre d'avoir des pages assez légères. Et pour les personnes qui ont des smartphones d'entrée de gamme, ben forcément, en fait, c'est quand même un avantage. Passons ensuite à l'interro surprise. Maintenant que je vous ai déballé tout ça, quel est l'outil qui vous permet de trouver des sites web grâce au code HTML unique qu'il partage? Ah, ok. Tu n'as pas dit la réponse D. Je pensais que tu allais dire. Okay. Super. Bon, ça va, je vois que vous suivez. Pourtant, j'ai mis assez de cadence dans la presse. Je me suis dit, bon, qui peut le plus, peut le moins. Mais là, on va essayer d'aller vite parce que la montre tourne. Alors, passons à la notion d'optimisation et de conversion. Donc, je vous ai dit, vous avez une notion de création de site internet, de bench. On a vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec pas grand-chose finalement, en termes de moyens ou finalement en termes de compétences. Maintenant, passons à la notion d'optimisation. Si on se dit qu'on a créé une page et qu'on est déjà dans cette notion-là de vouloir vendre. Une fois qu'on a déjà un peu de trafic, organique, payant, peu importe, on va passer à la step de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place assez rapidement pour avoir finalement une analyse qui nous permet de dire je suis à l'état A, je vais arriver à l'état B avec bien entendu un incrémental intéressant ou tout du moins une optimisation qui nous permet d'avoir beaucoup plus de conversion. Donc pour ça, il y a la version pas chère de Content Square, Hotjar et compagnie. Ça s'appelle Clarity. C'est un projet open source initialement et ensuite qui a été récupéré par Microsoft. Clairement, moi, je vous invite tout le monde à installer cet outil. Ça vous permet d'avoir une carte thermique, d'avoir aussi des sessions. À l'époque, on avait Yandex Metrica qui faisait le job. Bon, Poutine est passé par là. On ne s'attendait pas à ce qu'il joue à World of Tanks. Et finalement, on revient sur des outils un peu plus GAFAM. Bon. Dans tous les cas, ça fait le job. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est conforme à la RGPD. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser parce qu'en plus, j'ai fait vraiment des tests dessus. Et il y a une vraie notion de PageSpeed quand on l'intègre via GTM en asynchrone. En fait, on n'y voit que du feu parce que finalement, ça va pas venir vraiment plomber vos core web vitals. Pardon. Et ça, c'est important. Et au-delà de ça, en fait, ça vous permet aussi par URL d'analyser les zones qui sont les plus cliquées. D'accord ? Ça, c'est un réel intérêt quand vous allez optimiser votre template. Vous dites, vous êtes dans vos délires de SEO, je vais faire de l'offuscation en base 64, je suis en train d'améliorer le crawl, nanana. Et en fait, tu te rends compte que le CTA en question, il ne clique pas parce que tu n'as pas mis la bonne classe ou que sais-je. Donc, c'est toujours intéressant de le faire comme ça et d'analyser ensuite avec vos devices. Okay ? Ensuite, une fois qu'on l'a vu finalement avec une notion de session, ce qu'on pouvait faire en termes d'optimisation sur nos pages, on rappelle toujours qu'on est des buses et qu'on ne sait pas forcément faire les choses avec une certaine technicité, ce n'est pas grave. On a nos amis de ChatGPT qui font le job pour nous. Alors ça, c'est assez simple. Je vais vous montrer une petite technique qui fait le job. Moi, par exemple, chez Orchestra, je dois gérer aussi le marché suisse. Je ne vais pas souvent en Suisse alémanique et du coup, je ne suis pas à même de savoir si certaines accroches ou extensions d'annonces sur Google Ads, par exemple, font le job. D'accord ?
Déjà que c'est un peu difficile de parler l'arabe, alors si je commence à m'amuser à parler le suisse-allemand, ça va être chaud. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais si je veux améliorer en fait mes performances? Je vais demander tout simplement à ChatGPT sur certaines extensions d'annonces, sur certains titres ou descriptions, je les extrais de mes campagnes. Je les mets dans ChatGPT. Il y a une petite extension Chrome qui fait le job qui s'appelle AIPRM, qui vous permet d'enregistrer un prompt et ensuite de le réutiliser quand vous voulez. C'est assez top parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir vos prompts à vous et des prompts de la communauté qui ont déjà été itérés maintes et maintes fois. Et ça, c'est ça qui est réellement game changer parce qu'on a tous en ce moment la phrase en tête qui dit prompt is the new gold. Ben, c'est réellement le cas. Surtout si en plus de ça, vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui a itéré pour réellement aller chercher votre propre pépite de votre côté et l'utiliser dans votre cas. Et en général, le meilleur prompt, c'est celui qu'on ne partage pas et qui est unique et qui va bien dans une situation. Dans ce cas-là, extraire en fait toutes les titres et les descriptions qui ne font pas le job, les passer dans ChatGPT, les réintégrer dans Google Ads, ben, c'est un quick win qui vous permet vraiment d'avoir d'excellents résultats, surtout si vous itérez très rapidement. Même process, moi j'ai un énorme catalogue, je pousse à peu près 120 000 produits sur toute l'Europe, sur Google Shopping. Donc j'ai pas mal de problématiques qui sont associées à ça, soit des fournisseurs qui me mettent des logos sur des produits, ou de la proposition de valeur, 3 plus 1 acheté, etc. L'autre qui me dit que c'est le produit de l'année, et ainsi de suite. Ou un fournisseur qui a pris la photo du produit avec l'iPhone de son fils. Donc tout ça cumulé, ça génère quand même pas mal de problématiques. Et moi, j'ai besoin finalement d'avoir une overview un peu plus importante de ces produits-là et de la performance de ces produits-là. Et du coup, ben, je vais tout simplement me baser sur ce que va me dire mon analytics. Je vais extraire les produits qui finalement ont une certaine performance, mais qui, moi, au premier abord, ne vont pas être forcément visibles pour moi. Ensuite, je vais créer finalement un flux secondaire. Et en faisant ça, en fait, je vais mettre le focus sur ces produits-là qui, d'une certaine manière, je ne leur aurais pas forcément donné leur chance au premier abord. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez un petit catalogue, c'est encore plus impactant parce que la notion de saisonnalité vous impacte tout comme moi. D'accord ? Donc, si vous avez de la saisonnalité dans votre business, ou peu importe si vous n'en avez pas, finalement, avoir un deuxième flux secondaire, que ce soit cette notion-là, finalement, de top produit, mais aussi la notion de marge, par exemple, ça a son importance. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait d'avoir une toute autre vision des campagnes ads, et ça vous permet de vous dire, OK, là, je pilote à la performance et c'est ce qui m'intéresse. Nous, on a un peu l'esprit auvergnat chez Orchestra, et il faut qu'un sou dépensé soit réellement dépensé comme il faut. D'accord? En même temps, je vends des bodies à 4 balles, donc si à un moment donné, je commence à faire le fou sur Google Ads, ça ne va pas le faire. Donc pour ça, je dois être flexible et je dois avoir des objectifs de campagne qui soient en adéquation avec mes performances. Et c'est pour ça que c'est toujours important, finalement, d'aller chercher un flux secondaire, tertiaire, pour avoir finalement la meilleure qualité de données sur Google Shopping. Ensuite, il y a... Moi, dans ma verticale, en tout cas, j'analyse beaucoup de choses, et notamment le marché de la seconde main. C'est un marché qui est en émergent, qui est en croissance actuelle. On voit beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dessus. La Redoute, qui avait créé la Reboucle, par exemple. Vinted, qui est un gros acteur déjà, qui existe depuis longtemps. Et moi, j'aime bien, dans ma manière de faire, allier à la fois des outils SEO et aussi d'analyser finalement la visibilité de ces nouveaux acteurs entrants, pour justement me dire, OK, ben moi, à mon niveau, au niveau de l'Orchestra tout du moins, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'accroître la visibilité de notre boîte ou d'aller chercher des produits qu'on ne connaît pas à date? Il n'y a rien de mieux que d'aller analyser ce type de site internet et de se dire, OK, sur quoi il rank? On va mettre dans SEMrush. Je le faisais à l'époque pour des niches en dropshipping. Je mettais Amazon.fr, je regardais dans le top 3 d'Amazon sur quoi il rank et je me disais, bon, ben là, clairement, je peux vendre des encens japonais demain ou des attaches tétines pour des gamins. Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir ces acteurs-là en présence et de se dire, ils rankent aussi. Ça peut être Vinted, mais ça peut être TikTok aussi, d'accord? En organique, sur lequel on n'a pas tendance à regarder un peu les rankings et sur quoi ils vont aller se positionner et d'aller déceler des trends. Là, sur Vinted, moi, je le fais assez régulièrement. Je trouve des produits, exemple, ensemble tailleur-femme, bijoux cailloux, etc. Femme en maillot de bain trop petit, c'est exactement le type de requête qu'on a uniquement sur de la seconde main. D'accord? Pourquoi? Parce que
c'est une typologie de requête qui ne va pas être tapée sur Google directement. C'est une typologie de requête qui est d'abord faite sur Vinted, ensuite les gens reviennent sur Google, et en fait, il y a un yo-yo qui se fait, et ben, forcément, en fait, il y a au bout d'un moment de la demande. Moi, j'ai aussi un neveu qui vend énormément sur Vinted. Il a à peu près pour 10K maintenant de petits figurines pop. Et je peux vous dire que quand j'ai découvert en fait ce monde, je me suis dit, mais il y a vraiment une notion de seconde main autour de n'importe quel vertical produit et pas uniquement du textile comme on pourrait le penser. Et c'est pour ça qu'utiliser SEMrush, par exemple, pour aller checker des nouvelles trends, des mots-clés sur lesquels on pourrait se positionner, en comparatif, par exemple, en affiliation, si vous voulez derrière pousser via Amazon, etc., ou toute autre régie, ça peut faire le job. Et en plus de ça, ben, en fait, on arrive tout le temps à déceler des nouvelles opportunités. On arrive à déceler des nouvelles opportunités, mais aussi, si on regarde un peu plus une vision beaucoup plus macro, des besoins clients en général. Donc là, par exemple, ce que je remarque, c'est qu'il y a une notion de rare qui s'installe aussi sur des requêtes. Donc je me dis que potentiellement, ces produits ont peut-être plus de valeur, ont peut-être plus de demandes et ont un stock assez limité. Et ça crée automatiquement de la demande et une hausse des prix. Ça peut vous permettre de vous dire demain, si je fais du sourcing, je vais aller plus sur ces produits-là que d'autres parce que potentiellement, plus bankable derrière. D'accord ? Donc voilà, c'est pour notion de... Oula. C'est pour une notion d'optimisation au quotidien de votre business et d'analyse finalement de ce que vous allez faire. Vous voyez qu'avec des petits quick wins finalement sur tous les outils qu'on a déjà à notre disposition, on peut facilement retrouver... Attendez, je vais revenir en arrière, la petite zapette. Vous avez vu, il y en a des slides. Hein. Moi, je vais accélérer. Alors, j'étais où Voilà. Vente en ligne grâce à l'email marketing. Donc, je vous disais, il y a vraiment une notion d'optimisation qu'on peut faire assez rapidement avec tous les outils qu'on a déjà à disposition. Le plus important, et franchement, le focus que vous devez faire, c'est quelle est ma prio quotidienne. Votre prio quotidienne, c'est de vendre. Point final. Donc, mettez toutes les actions en place et en face pour vendre. D'accord ? Moi, je suis assez casse-bonbon avec mes équipes sur cet aspect-là, parce que des fois, ils sont en train de me faire des métadescriptions sur des pages qui sont au fin fond de notre site internet, qui rankent en P90 sur Google. Je m'en tape, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est réellement impactant et qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher du CA. D'accord ? Donc maintenant, je vous ai donné un peu cette notion d'optimisation et les différents outils qu'on avait. On va passer à la notion d'email marketing, qui est en fait un canal pas complémentaire, mais central autour finalement de votre business. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent, et les marketeurs anglophones le disent, l'argent est dans la liste. Et c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance, nous, souvent à SEO, à vouloir ranker plus que apporter du trafic qualifié et aller chercher à prendre soin de ce trafic-là et surtout à le faire convertir. Et ça, c'est un peu finalement nos mauvaises habitudes du passé, dû au fait qu'à l'époque, il y avait quand même une certaine facilité sur les SERP et surtout beaucoup moins de présence de ads. Maintenant, on ne peut plus se permettre de faire ça et il faut aller directement optimiser le trafic qu'on a déjà et surtout récupérer de la data qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est quoi ? Notre liste email. Ça, c'est à nous. C'est un peu comme si on avait on passait chez le notaire et on a notre bien immobilier. On n'est pas locataire de ça. D'accord ? On peut passer d'un outil à un autre, d'un autorépondeur à un autre, mais votre liste à vous appartient. Et quand on dit que votre liste à vous appartient, tout ce qui va avec vous appartient aussi. Ça veut dire la qualité de la délivrabilité que vous avez, la notion aussi de confiance autour des différents critères ou en tout cas métriques techniques qui font que finalement l'email arrive bien dans la boîte de réception et aussi tout l'historique que vous avez avec vos différents prospects ou en tout cas votre base. Et ça, c'est important. Moi, j'ai une base qui est assez énorme en millions de contacts. Je ne peux pas me permettre demain de spammer tout le monde comme un goré et de leur dire « venez tous acheter des poussettes ». C'est illogique. Une personne, une maman qui a 2 enfants qui ont 8 et 10 ans, la promo sur la poussette, clairement, elle va passer à côté. Et peut-être éventuellement, je pourrais faire un peu du cross-canal.
en lui disant recommande-la à des amis ou à toute personne qui est intéressée. Mais si je vais en frontal, je vais clairement dans le mur et je ne vais pas voir forcément des bons tout d'ouverture, d'où l'importance de privilégier énormément vos objets et de privilégier d'abord la notion de stack technique autour de ça. Donc, quand je parle de stack technique, et désolé pour l'abus de langage pour les techos, c'est vraiment la configuration technique que vous avez autour de votre nom de domaine. Le protocole des marques, le DKIM, le SPIF et le SPF, pardon, tout ça, ça a été créé pour justement créer une certaine légitimité autour de votre nom de domaine et finalement de la personne qui envoie l'email. D'accord ? Ce n'est pas pour faire beau, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un certain nombre de spammers, de personnes qui font du phishing ou d'attaques qui font qu'on a ça en place. Vous devez vous assurer que ça, ce soit bien fait. D'accord ? Si vous n'êtes pas technique, ce n'est pas grave. Il y a des outils, des autorépondeurs qui vous permettent finalement de passer un certain nombre d'étapes techniques parce qu'ils le font pour vous ou d'aller chercher finalement eux-mêmes de la légitimité parce qu'ils sont connus auprès des providers pour justement finalement vous faire bénéficier moyennant un certain abonnement finalement de la qualité du service. Très important, l'adresse IP. L'adresse IP, souvent en SEO, c'est un peu le dada. On a peur que les mecs ils remontent notre réseau quand ils font des reverse IP, quand ils checkent les DNS ou que sais-je. Et c'est aussi important finalement en email marketing, voire plus important, parce qu'une IP mutualisée, il suffit qu'il y ait une personne qui a un nom de domaine qui a flagué l'IP en question, vous vous retrouvez dans les spams et vous ne comprenez pas pourquoi. D'accord ? Donc important d'aller toujours voir en fonction de finalement le service que vous allez prendre si vous êtes en IP mutualisé ou en IP dédié. D'accord ? Donc, je vous ai listé un peu les différents outils, des solutions un peu all-in-one qui font du marketing automation ou non, qui vous permettent directement d'aller faire de l'email marketing comme il faut et surtout en fait activer assez rapidement votre base sans forcément sans forcément mettre beaucoup d'argent sur la table. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Amazon parce qu'Amazon vous permet d'envoyer jusqu'à 62 000 emails gratuitement via leur programme Amazon SES. Il faut avoir un petit serveur EC2 chez eux, mais bon, pour ce que ça coûte, honnêtement, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Vous pluguez ça à un WordPress et un outil comme Fluent CRM, par exemple, dont je vais parler après, et vous avez clairement une solution qui vous permet de faire du marketing automation et de suite d'enclencher des scénarios sur lesquels vous allez avoir un retour immédiat. Si vous êtes sur d'autres solutions, vous avez Brevo qui est en fait Sendingblue, mais qui a été renommé il n'y a pas longtemps. On a ActiveCampaign qui est un gros acteur du marché et HubSpot pour ne citer qu'eux, qui eux sont très présents aussi sur le marché anglophone. Moi je vous conseille, si vous voulez débuter, Sendingblue c'est très bien. Sinon, Fluent CRM plus WordPress, ça fait le job avec soit en API SendGrid ou Amazon SES. Amazon SES, ils sont assez casse-bonbons sur la validation de votre compte. SendGrid, ils sont assez permissifs, mais du coup, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que SendGrid va vous coûter de l'argent un peu plus que Amazon, donc à vous de voir. Dans tous les cas, SendGrid, l'entrée de gamme, c'est aux alentours des 15 ou 19 $, donc ce n'est pas réellement un gros budget quand on veut se lancer. Petit coup de cœur dont je voulais vous parler, c'était Fluent CRM. Fluent CRM, en fait, c'est un plugin WordPress qui va faire la même chose qu'un ActiveCampaign, qu'un HubSpot ou tout autre outil de marketing automation directement dans WordPress. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez friands finalement des outils en SaaS. Fluent CRM, ça fait vraiment le job quand on le plug à Fluent Form, Fluent SMTP, qu'on fait un peu toute la config des outils, des 4 outils que les développeurs de chez Fluent créent. Et en fait, avec ça, vous pouvez créer des triggers assez facilement. Et je mets ça dans une personne qui est au marketing chez moi, qui n'est pas forcément technique, elle s'en sort largement. D'accord ? Et surtout pour les personnes qui veulent se lancer sans mettre beaucoup d'argent sur la table, franchement, là, vous avez une solution qui est gratuite au départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut activer finalement comme solution, comme scénario ? On en a plusieurs, on a le scoring de leads, l'email de bienvenue, c'est un peu un classique, l'email de bienvenue, le welcome email, des messages d'anniversaire où là, grâce à Fluent CRM, par exemple, on va pouvoir stocker des attributs avec des valeurs particulières. Si par exemple, dans le formulaire, on lui demande l'anniversaire, on va pouvoir trigger sa date d'anniversaire et lui envoyer automatiquement un email. La valeur perçue chez nos prospects, elle est énorme.
Et ça, faut pas se dire, ouais, c'est un peu plan-plan, c'est un peu old school. Non, il faut vraiment mettre en place, tester, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas la vérité absolue. Celui qui a la vérité absolue, c'est ma base de données qui va me donner la data associée au taux d'ouverture et finalement au trafic que j'ai généré sur mon site internet. Et il n'y a que ça qui importe en fait. D'accord? C'est un peu comme le data qu'on a en SEO, on regarde des outils, mais non, c'est la Search Console qui a raison. D'accord? Pareil pour les paniers abandonnés et pareil pour les scénarios personnalisés qu'on va voir un peu plus en détail. Exemple de petits scénarios personnalisés, le contact active le scénario en effectuant un achat sur le site internet, ce qui est un point d'entrée finalement chez nous. On récupère l'adresse email. S'il est fidèle, on va pouvoir de suite, grâce au premier achat, envoyer un bon de réduction. Ça va nous permettre d'augmenter l'average order value, le montant, le panier moyen en fait de l'internaute, et ça nous permet aussi finalement de faire de l'upsell très rapidement, avec le même coût d'acquisition. Et c'est des scénarios que si on a un budget en ads assez limité, ben c'est game changer parce que ça va nous permettre en fait assez facilement de devenir plus héroïste que prévu et d'aller rapidement en fait rattraper finalement le budget qu'on a mis dans les algorithmes et dans nos campagnes au départ de l'acquisition payante. Ensuite, les erreurs à éviter, c'est quoi? Il y en a aussi dans l'email marketing. C'est pas juste de se dire on fait des scénarios, etc. Moi, j'ai des boîtes un peu spammy sur lesquelles j'ai tendance à m'inscrire à des newsletters, etc. Donc, first name, c'est aussi mon deuxième prénom. Et en fait, c'est souvent, c'est assez récurrent de voir ça, parce que les personnes ne font pas de preview et n'envoient pas à une adresse email de test ce qu'ils font directement sur leur newsletter. Ils pensent en fait que l'autorépondeur fait le job, mais des fois, il suffit juste de mettre un espace et une virgule ou juste un espace, et en fait, vous flinguez la variable que vous avez mis, qui est initialement intéressante parce que ça personnalise finalement l'adresse email ou l'objet. Et là, en fait, vous vous retrouvez avec des adresses email comme ça. Voilà. Par exemple, le deuxième, il est assez marrant. Il m'a dit, tu as peut-être l'impression que ton tunnel manque de personnalisation. Je pense que c'est plutôt le sien pour le coup. Et ça, c'est assez atypique des gens qui ont tendance à vouloir créer assez rapidement finalement des emails, à vouloir les lancer, etc. Alors qu'en fait, ça dure juste une minute d'envoyer une prévisualisation et de mettre par exemple sur votre adresse email, vous allez mettre, moi c'est abdelwebseller@gmail, je vais mettre abdelwebseller +1@gmail, et quand je vais flaguer en fait dans mon Gmail directement cette adresse-là avec un libellé, je sais qu'en fait c'est que des emails qui sont associés finalement à ma logique de prospection ou en tout cas de veille autour de l'email marketing. D'accord ? Dans la lignée de ce que j'ai dit, tester les objets, c'est la base en email marketing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, l'objet, c'est déjà la première chose qu'on va voir, avant même d'ouvrir l'adresse email. Et en fait, ça, c'est souvent mis de côté, alors qu'en fait, c'est le premier flag qu'on peut avoir. D'accord ? Le premier flag, c'est de se dire, OK, j'ai des mots-clés qui ne sont pas forcément clean sur mon objet, je passe en spam. Bon, là, écoutez, il faut revoir directement votre wording et ce que vous faites sur l'objet. Mais il y a déjà une base aussi, c'est que il y a des emojis, il y a du ASCII qu'on va pouvoir utiliser sur cette table de caractères pour aller un peu analyser et les injecter dans des objets pour se dire qu'est-ce que ça donne. Donc soit on met du ASCII, soit c'est des emojis, soit en tout cas quelque chose qui va nous permettre, au même titre qu'une métadescription quand on va vouloir l'optimiser, d'augmenter le CTR pour justement faire en sorte qu'on ait un taux d'ouverture qui passe en positif. Pour ça, on a des outils d'optimisation de titres. Donc CoSchedule, ça vous permet par exemple de tester assez rapidement votre objet. C'est gratuit, donc il ne faut pas s'en priver. On peut utiliser des variables dynamiques, c'est important toujours de le tester aussi. Donc pareil, l'outil vous permet de faire le job. Et à côté de ça, on peut construire vraiment dans la notion de contenu, une fois qu'on a bien optimisé notre objet, une logique de pyramide inversée à la manière d'une hiérarchisation classique qu'on va faire en termes de SEO, avec vraiment la proposition de valeur dès le départ. Et ensuite, la next step, c'est quoi? C'est de faire la même chose que votre lecteur. Parce que ça, je le vois tous les jours quand je discute avec notre pôle data CRM. Les personnes, elles lisent les newsletters en 2 scrolls. Elles n'analysent pas en fait la première zone au-dessus de la ligne de flottaison. Et c'est celle-là la plus importante. Pourquoi? Parce que si on zappe cette partie-là, tout ce qui est en dessous, niet. D'accord? Et ce n'est pas les robots de Google qui vont venir crawler quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, je me mets à la place de l'internaute,
quelle est ma proposition de valeur? Qu'est-ce que je lui ai mis en avant? En général, on veut parler de tout et de rien parce qu'on a des choses à refourguer, on a de la newsletter, etc. Non, ce qui nous intéresse, c'est une seule proposition de valeur, pyramide inversée. À la même manière qu'on fait un balisage classique en SEO avec notre H1, on ouvre nos H2, on commence à parler des sous-sujets, ainsi de suite, et on referme, on arrive à une conclusion. Là, on fait la même chose en termes d'email marketing, et en plus de ça, ça peut s'inscrire aussi dans une stratégie beaucoup plus globale. Continuons, parce que là, je suis assez à la bourre. Combien de temps il me reste? Ok. Alors, je vais vous montrer les bons élèves en attendant. Donc Valérie, qui est peut-être dans la salle, c'est une bonne élève parce que du coup, moi, je suis inscrit à sa liste email et du coup, je suis tous ces petits emails. Donc, on voit qu'elle fait bien le job parce que à la fois, il y a de l'emoji, il y a aussi de la proposition de valeur. Elle n'essaye pas de me refourguer sa formation sur comment faire un WordPress génial. Et en même temps, il y a une bonne variable. Elle sait que je m'appelle Abdel. D'accord? D'habitude, ils m'appellent tous Salim. Donc, voilà, au moins, ça change. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, elle check la prévisualisation en fait, de chaque email parce qu'on voit directement qu'il y a toujours la même en-tête et on sait qu'en fait, elle a A/B testé cette en-tête-là. D'accord? Donc ça, c'est les bons élèves. Je vous invite d'ailleurs à aller vous inscrire chez Valérie Réussir en ligne. Les mauvais élèves, c'est quoi? C'est l'inverse. Retrait de tes droits dans 24 heures. Tu vas pleurer. Et tonton Joe te dira, je t'avais prévenu, etc. Lui, là, c'est sûr de lui, hein, pour le coup. Des milliers d'euros nets sans forcer, etc. Donc, on voit que lui, il fait du forcing sur vouloir me refourguer une formation à tout prix. Et bon, je suis parti checker un peu son LinkedIn. Il a une petite chemise à fleurs, il habite à Dubaï. Du coup, je n'ai pas forcément acheté quelque chose. Mais au final, en fait, ce qu'ils font, ces marketeurs, c'est qu'ils vont jouer sur des biais cognitifs. C'est intéressant, mais il faut le faire d'une certaine manière, surtout avec une éthique. Et c'est ça qui est important. C'est que la barrière de l'éthique, souvent en marketing, elle est assez facile à franchir. Et moi, je vous invite vraiment à être toujours dans une notion de proposition de valeur, d'apport de valeur. Et ensuite, vous allez vendre naturellement. D'accord? Surtout en France. Du coup, interro surprise. Quel est l'outil qui vous permet de faire du marketing automation sur WordPress? Voilà. On voit que les gens de Sifour les plages suivent. Alors, passons ensuite aux choses un peu plus techniques. On n'a pas le temps de faire des TikTok, j'ai pas le temps de danser, j'ai pas le temps de faire du Pinterest. J'ai le temps de rien faire moi dans ma journée. Par contre, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est que j'adore automatiser des choses. Donc, à l'époque, nous, c'était Zenoposter. C'est assez facile de, par exemple, faire du guest blogging ou du ninja linking avec ça et poster un peu nos liens. Maintenant, on est passé un peu la step au-dessus où avec des outils directement en no-code, on peut aussi automatiser des choses et finalement le média star maintenant, ça reste la vidéo. C'est pour ça que TikTok cartonne, pas que ça, parce qu'ils ont énormément de flags d'algorithmes qui vous permet notamment d'aller checker les interactions en temps réel et de savoir exactement quelles sont vos habitudes et c'est pour ça que ça crée une addiction. Mais au-delà de ça, en fait, il y a une notion autour finalement de ce média, de ce canal d'acquisition, parce que moi, ça reste un canal d'acquisition, de vraie introduction au sein de, finalement, de l'audience dans l'Hexagone. On le voit, les 25-44 ans, pardon, ils représentent 45% des utilisateurs de l'application. Moi, je me suis amusé, et faites-le dans votre entourage, allez regarder Santé mentale, je crois que ça s'appelle comme ça, ou temps d'écran sur les iPhones, pour voir un peu ce que les personnes autour de vous en bas âge utilisent comme l'application. J'ai des nièces, elles restent 15 à 20 heures sur TikTok par semaine. Hein. Et quand je leur dis « Qu'est-ce que vous faites dessus ?» En fait, elles trouvent ça normal. Et surtout, en fait, il y a un vrai feed qui est en phase avec finalement ce qu'ils aiment voir. Et ils prennent du coup beaucoup plus de temps. Ça crée en fait une addiction et surtout, ça crée de la rétention côté application. Du coup, nous, en tant que bons marketeurs et finalement experts du digital, on peut finalement surfer sur ça. Et pour ça, on peut se dire, OK, comment on fait finalement sur les différents formats TikTok? Donc, on voit qu'on a du hashtag challenge, ça c'est un format que la Redoute utilise beaucoup. On a du top view et on a du in-feed en version payante là. Comment on peut faire, nous, pour automatiser en version organique ce genre de choses et faire en sorte qu'on ait réellement de la visibilité sur cet outil-là. Alors pour ça, on a des outils comme Later.
d'autres outils no-code qui nous permettent de faire la même chose. C'est un peu, de toute façon, tous ces outils-là qui vous permettent d'automatiser vos réseaux sociaux, vous connectez finalement plusieurs de vos comptes et vous allez assez facilement automatiser vos publications. C'est toujours dans une notion de stratégie de content pillar. Mais moi, ce que j'aime bien ici, là, sur Later, c'est que c'est le seul qui va vous permettre sur TikTok de vraiment bien scheduler et d'utiliser juste votre API, d'aller scheduler finalement les différentes vidéos que vous allez pousser. Je vous invite à assez facilement introduire cette notion de format attendu par TikTok pour les repousser sur Instagram et pas l'inverse. D'accord ? Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard sur la notion finalement de métadonnées autour de la vidéo, mais c'est important d'abord que finalement TikTok soit peut-être propriétaire de la vidéo pour qu'il se retrouve sur Instagram et pas l'inverse. Les alternatives, il y a Planable, et on voit finalement, bon ça c'est un élève à moi qui a une petite boutique qui s'appelle IA Design, qui a commencé avec moi dans le dropshipping il y a déjà plus de 2 ans et qui maintenant a commencé à faire du stock et il est en reconversion professionnelle et je crois que Nordine il a 52 ans, il me semble de mémoire. Donc on voit qu'il n'y a pas d'âge finalement pour se lancer dans le digital et vouloir faire quelque chose. Et on voit qu'en fait ce format-là, vous voyez, c'est assez classique. Proposition de valeur avec le nom du produit, une vidéo directement issue du fournisseur. Et l'objectif, ce n'est pas de faire finalement des millions de vues, mais non, c'est faire de la visibilité en incrémental pour aller driver en fait du trafic sur notre site internet. Okay, même chose pour Pinterest. Pinterest, il y a des formats assez différents, mais on voit en fait qu'il y a une audience finalement qui nous intéresse, c'est celle des 25-34 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est 37,2% de l'audience de Pinterest. Très important ce chiffre-là. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à quasi 38% de l'audience de Pinterest pour des personnes adultes qui sont à même de sortir la carte bancaire pour pouvoir acheter, ben finalement, nos acheteurs, ils sont là. Okay, j'avais une autre statistique qui était intéressante, c'est que 90% des gens qui sont sur Pinterest sont aussi sur Instagram. Okay, donc on voit rapidement le parallèle entre les deux. On voit qu'on a 4 formats qui sont assez intéressants, donc qu'on peut pousser en ads aussi. Moi, je vous invite vraiment, le format shopping, c'est celui qui cartonne le plus si vous voulez pousser de l'acquisition payante dessus. Format vidéo aussi, mais ça va vous coûter un peu plus cher. Si vous avez un peu plus de budget et que vous êtes dans une logique multi-touch, oui, c'est intéressant, mais c'est plus pour du top of funnel que finalement aller directement taper de la conversion. Donc, comment on fait sur Pinterest pour finalement faire la même chose qu'on a vu sur TikTok? On peut utiliser maintenant des outils. Alors moi j'adore Pin Generator parce que maintenant, avant on avait un équivalent mais qui s'est fait sauter parce que le mec avait un projet open source, il a arrêté, etc. On a de nouveau ces outils-là d'automatisation. Et en fait, on va pouvoir aller rapidement générer des épingles Pinterest. Si vous faites par exemple l'édition de site, c'est un bon apport de trafic complémentaire quand vous êtes dans une logique de vouloir beaucoup plus être présent sur les SERP, avoir des signaux qui vont montrer à Google que finalement vous n'êtes pas juste un vendeur de liens, ou une logique un peu plus 360 d'avoir de la visibilité avec réellement des vrais comparateurs produits ou des vraies mises en avant que vous allez faire sur Pinterest. D'accord ? Amusez-vous à taper les mots-clés dans Pinterest et à les réutiliser ici. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à utiliser la petite option AI Option ou Etsy Store Option parce que les deux options, elles sont assez intéressantes si vous faites par exemple des produits sur Etsy en personnalisé et que c'est du dropshipping par exemple. Vous pouvez par exemple assez rapidement créer des créatives sans forcément avoir tous les bijoux ou produits face à vous parce que vous faites du dropshipping. Donc voilà, et en plus, là pour le coup, il y a une option gratuite sur Pin Generator et ça fait déjà le job à 50%. Continuons du coup dans cette logique-là. Allons voir finalement si ça marche, ce qu'on dit et est-ce que ça apporte finalement une certaine visibilité. On voit qu'on est à 200K de vues mensuelles sur le profil, ce qui est assez intéressant. Après, attention, parce que sur Pinterest, c'est assez pimpé, dans le sens où les 200K de vues mensuelles, ce n'est pas les 200K que vous allez avoir en trafic en visiteur direct. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça crée réellement une notion autour de votre marque et ça peut vous permettre, par exemple, de créer des volumes de recherche de brand et d'augmenter vos volumes de recherche de brand. Demain, j'ai une boutique qui s'appelle IA Design. Je vais augmenter le volume de recherche autour de l'IA Design. Plus je vais faire finalement de la publicité et une visibilité, tous canaux confondus, plus automatiquement, ma marque va être requêtée dans Google. Et ça a un réel intérêt derrière si on veut un peu plus pousser sur le moteur. Voilà pour la partie
Pinterest, réseaux sociaux, etc. Maintenant, il fallait faire un petit parallèle. Et moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'aspect local en ce moment. Parce qu'on a des gros store locators chez Orchestra. Il y a des choses qui nous intéressent, notamment l'optimisation de ces store locators-là assez en automatique. Et pour ça, il y a des grands changements qui arrivent. Donc, on a vu qu'il y a... c'est le Digital Market Act, ouais. C'est le DMA, Digital Market Act, qui est là depuis un moment, hein, mais qui, à partir de l'année prochaine, va réellement être mis en place, ou en tout cas, tout du moins, l'application des obligations auprès des GAFAM va s'instaurer, et il y a une notion d'affichage que vous avez vu passer. Donc ça, c'est un screenshot qui est extrait d'un article du Journal du Net, qui montre un peu ce que pourrait être une overview avant-après. Et ça nous ramène un peu à finalement Google en 2012. Et c'est assez intéressant de voir ça parce que ça va rebattre un peu les cartes. Donc on voit qu'il y a déjà des acteurs qui se sont mis sur le sujet, et notamment Apple, qui Apple a fait une version Google My Business associée à Apple Plan. Donc ça s'appelle Apple Store Connect. Ça vous permet en fait tout simplement de créer une fiche magasin sur Apple. Ça vous permet de remonter dans Apple Plan, ça vous permet de remonter aussi sur le Apple CarPlay et tout ce que vous avez dans la voiture, qui est associé en fait avec votre iPhone, ou en tout cas un device Apple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont en train d'essayer de rattraper leur retard versus un Google. Utilisez-le assez rapidement. Alors, moi, j'ai fait les validations. C'est légèrement chronophage parce que ça va mettre une dizaine de jours avant qu'ils vous valident. Mais une fois que c'est fait, et sachant que vous êtes précurseur sur votre verticale, ça peut que vous apporter de la visibilité supplémentaire versus d'autres acteurs qui, eux, ont peut-être moins d'agilité et vont le faire beaucoup plus tardivement. Il y a des call to action personnalisés. J'ai discuté avec nos prestataires de Store Locator qui nous ont annoncé qu'il y avait des call to action personnalisés qui allaient arriver assez rapidement. Donc ça, c'est assez intéressant quand on veut faire des conversions spécifiques. Si par exemple on a des typologies de produits qu'on souhaite lancer, ou si par exemple je suis wedding planner à Annecy, je vais essayer d'avoir un call to action qui va être assez personnalisé versus un restaurant où je vais juste proposer un menu ou une réservation. D'accord ? Et il y a un format showcase qui est un peu l'équivalent des stories qui va arriver aussi, et ça va être déployé dans le courant de l'année. D'accord ? Et pour finir sur la partie opportunité locale, sur ChatGPT, en ce moment, je m'amuse avec l'API d'OpenAI à l'intégrer à Google Sheet. Donc, il y a une petite extension sur le workplace de Google qui s'appelle GPT for Sheet, qui vous permet de l'inclure sur Google Sheet ou Google Doc. Et en faisant ça, ce que je fais, c'est que je récupère en fait, j'extrais de mon Store Locator de toutes mes fiches. Donc, vous pouvez aller sur votre fiche Google My Business, sur votre gestionnaire de fiches d'établissement. Si vous en avez beaucoup, en haut à droite, vous pouvez les extraire, les importer ici dans Google Sheet, et venir enrichir ces informations-là qui vont vous être utiles, non pas dans Google My Business, mais sur vos pages locales. D'accord ? L'intérêt, c'est quoi ? J'y viens aussi parce qu'après, on va pouvoir parler, par exemple, requête métier plus ville. Mais l'intérêt, moi, par exemple, c'est que quand je veux agrémenter ma page de Store Locator et que je veux montrer que mon orchestra Draguignan, c'est le king sur les vêtements pour enfants, je vais pouvoir y agrémenter de la sémantique en introduisant une notion de centre commercial le plus proche ou de commune les plus proches, et aussi y ajouter finalement du maillage assez facilement. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant quand vous avez déjà un dataset un peu fourni ou qu'à minima, vous voulez vous positionner en local sur des requêtes métier plus ville ou produit plus ville. D'accord ? Parce que ce n'est pas uniquement valable pour une notion de retail, magasin et tout, c'est aussi valable pour une notion de, par exemple, agence SEO plus ville, enfin, c'est peut-être pas forcément la bonne requête, mais je sais pas moi, peintre plus ville ou tout autre prestataire de service, restaurant plus ville, etc. Tout ça, en fait, l'idée autour de GPT for Sheet, c'est quoi? C'est d'aller lister vous-même quelle est la page locale la plus qualitative possible que Google attend et de se dire comment ChatGPT peut venir avec, quand on va plugger GPT 3.5 dessus, nous apporter de l'information. Comme c'est GPT 3.5, il ne faut pas trop lui en demander. Il faut être hyper concis et lui demander uniquement une information donnée et vous, toujours vérifier derrière. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, que vous avez finalement une certaine logique de qualité, de toute façon, je déborde un peu parce que Baptiste va en parler beaucoup plus longuement après, mais il y a une vraie logique de
c'est moi qui contrôle l'IA, et c'est pas l'IA qui fait un peu ce qu'elle veut, d'accord? Et une fois qu'on arrive à ça, moi c'est vraiment Baptiste qui m'a initié à cette logique-là, on arrive à avoir vraiment une qualité en format de sortie qui est intéressante, qu'on va pouvoir réutiliser sur des pages locales, d'accord? Voilà pour moi, je vous remercie, et... Est-ce qu'il y a des questions? Tout à l'heure, tu t'es arrêté sur un point que je trouvais hyper intéressant. Tu as dit, bon, on verra plus tard, mais c'est quand tu as parlé de 3W Public et de Google News. Je ne vois pas le truc. J'en ai parlé au Black and White SEO l'année dernière. C'était un échange qu'on avait déjà eu, toi et moi, en privé. Merde, mais j'avais déjà... C'était peut-être déjà trop tard, mais ça, par exemple... ce sujet-là, tu veux pas en dire plus peut-être? Voilà. On pourra en parler tout à l'heure ensemble avec les... Oups, question. Mais pour juste donner un keyword, une notion de footprint, voilà. Merci pour ta présentation qui était très riche, très complète et très bien structurée, j'ai trouvé. J'ai une question, quand tu parles des landing pages, j'ai bien compris que c'est un peu une tendance de faire des landings et plus des sites. On est bien d'accord que, enfin moi il y a un problème dans ma tête quand tu dis ça, c'est au niveau du SEO, comment on optimise les landings, c'est compliqué. Donc en fait le canal d'acquisition sur les landings c'est de l'ADS, pas du SEO, ou je me trompe? Alors je suis pas forcément d'accord avec toi, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi en fait c'est une première étape, d'accord? Une landing peut venir se raccrocher tout logiciel confondu, hein. Vous pouvez le faire facilement et rendre ça assez SEO friendly avec une logique d'URL optimisée et le ramener à votre arborescence pour faire en sorte que quand vous allez faire un vrai site internet, le mailler et avoir une landing qui va avec. Il y a vraiment une logique de speed to market versus qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans l'idéal. Dans l'idéal, bien entendu, on aimerait avoir un site SEO-friendly, Core Web Vitals, avec le bon tracking, le bon data layer, les funnels optimisés, etc. Dans la pratique, personne ne fait ça. Je te mets au défi de me trouver une agence SEO ou SEA ou même SMA qui fait le job. À date, j'en ai pas trouvé. De toute façon, il y a toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Donc, si on veut déjà faire quelque chose, on part déjà du principe qu'on fait une landing page avec un outil, on vient le raccrocher ensuite, bien entendu, à un site internet sur lequel on va faire du SEO, mais les deux cohabitent largement. Donc voilà, après ça peut ne pas bien se passer, hein, un peu comme chien et chat, mais si on fait bien les choses, ben, chacun a son espace, et à un moment donné, si on va faire du maillage via le site internet principal, c'est un peu comme quand demain on a un espace de formation et qu'on est amené à vouloir le raccorder et à le linker directement sur notre site internet. Il y a toujours cette notion de no-index ou de crawl, etc. L'idée, c'est toujours de se dire, finalement, ça reste qu'une page HTML avec du code qui est desservi à Google. Qu'est-ce que Google va bouffer? Donc, dans ce cas-là, on va sur le test de mobile friendly de Google. On check déjà cette page-là. Et ensuite, on se dit, OK, est-ce que c'est réellement important que je sois aux normes W3C sur cette page-là? Non. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de convertir. Oui. Est-ce que j'ai 100 leads sur ma boîte? Oui. Est-ce que je peux faire du cash avec? Oui. Donc, en fait, c'est toujours une logique de... OK, j'ai fait ça, ça m'a apporté du chiffre d'affaires, bah vas-y, je ne vais pas me focus sur mon site internet, je vais déléguer ce site internet-là pour me concentrer à continuer à vendre. C'est ça qu'il faut avoir comme logique, et pas l'inverse. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, et merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir à bientôt, avec au plaisir.